chacun. Nous abordons maintenant la partie 2 de cette épreuve CCP physique 2017 dans la filière MP, donc qui traitait de la résonance magnétique nucléaire, la RMN. Et donc dans la partie 2, on parle de la création de champs magnétiques tournants et plus ou moins intenses. Donc c'était une partie dans laquelle il y avait plusieurs questions de cours, donc de magnétostatique. J'ai traité par plusieurs vidéos comment utiliser le théorème d'Ampère et je pense que si tu maîtrisais bien le théorème d'Ampère, tu devais déjà pouvoir répondre à pas mal de questions. Alors, la question 31, donc on va corriger dans cette vidéo de la question 31 à la question 36 et même plus. Pardon, de la question 31 à la question 39, on va traiter. Alors, j'ai mis pratiquement toutes les réponses au tableau, mais je vais détailler évidemment à l'oral comme d'habitude. Donc, le lien dans la description de la vidéo. Alors, question 31, je l'ai trouvé un peu ambigu parce qu'on te dit donc on est dans l'ARQS, dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, et on te dit qu'on traitera évidemment les courants variables comme en magnétostatique et qu'on pourra utiliser le théorème d'Ampère, mais on te demande d'écrire les équations de Maxwell dans le vide. Alors, c'est ça qui était un peu bizarre. Parce que écrire les équations de Maxwell dans le vide, ça veut dire qu'il n'y a ni densité volumique de charge, ni courant. Donc le vecteur J est nul. Or, on veut te faire énoncer le théorème d'Ampère, donc à mon avis, il fallait quand même garder le vecteur J. Donc là, c'était un peu bizarre comme énoncé, mais enfin bon. Alors, j'ai écrit les 4 équations de Maxwell, donc on les range dans l'ordre qu'on veut. Donc divergence de B égale 0, qu'on appelle parfois Maxwell flux. Divergence de E, alors tu pouvais mettre directement égal 0, mais c'est toujours mieux de mettre ρ sur epsilon 0, ρ la densité volumique de charge, donc Maxwell-Gauss. Maxwell-Faraday, qui reste inchangé dans la RQS, donc rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Et Maxwell-Ampère, qui est la seule équation qui soit modifiée dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Donc rotationnel de B est égal à mu0J. Alors c'est là qu'en toute rigueur, si on était dans le vide, J est nul, mais je pense quand même qu'il faut le garder parce que juste après, on te demande d'énoncer le théorème d'Ampère. Donc forcément, il y a quelque part des sources de champs magnétiques. Donc il y a du vecteur J quelque part dans l'espace. Alors, question 32, donc énoncer le théorème d'Ampère. Donc là, je l'ai écrit sous la forme d'une formule, mais évidemment, sur ta copie, il faut écrire une phrase en français qui va avec la formule. Donc, la circulation du champ magnétique sur un contour fermé orienté est égale à mu0 fois la somme des courants enlacés par le contour d'Ampère et comptés algébriquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un petit dessin en dessous. Une fois qu'on a orienté le contour d'Ampère, on a induit un sens positif de rotation par la règle de la main droite. Donc, on comptera positivement tous les courants qui transpercent positivement toute surface qui s'appuie sur le contour d'Ampère. Donc là, j'ai donné un exemple avec I1 et I3, et I2 est vers le bas. Donc lui, il sera compté négativement. Donc il faut faire une phrase en français, pas juste balancer une formule. Et cerise sur le gâteau, tu peux redémontrer comment, à partir de la formule de Stokes, on démontre le théorème d'Ampère, parce que c'est dans cette formule qu'on voit véritablement le lien entre le choix de l'orientation du contour d'Ampère qui est purement arbitraire et le côté algébrique des courants qui transpercent toute surface qui s'appuie sur ce contour orienté, puisque la surface ds dans la formule de Stokes, elle a une orientation qui est induite par le choix du sens de parcours sur le contour. Donc là, plusieurs niveaux de réponse, évidemment. Le mieux, c'est que tu donnes quand même quelques détails. Alors, après avoir précisé les symétries du champ magnétique créé par un solénoïde infini d'axe delta qui contient n spire par unité de longueur parcourue par une intensité I, établir que celui-ci sépare l'espace en deux zones de champ uniforme. Alors cette question-là, j'ai fait toute une vidéo sur le solénoïde infini avec beaucoup de détails. Je vais aller un petit peu plus vite ici. Je t'invite, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais le fait de démontrer que dans deux zones, à l'intérieur ou à l'extérieur du solénoïde, le champ est uniforme, ça c'est une petite originalité de ce sujet, mais qui s'inspire directement de l'utilisation du théorème d'Ampère tel qu'on la voit dans le cours. Alors, parlons d'abord peut-être des symétries. Donc on prend un point M, n'importe où dans l'espace. Alors on évite évidemment de le prendre sur le solénoïde parce qu'il ne sera pas défini, donc soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et on va coucher les coordonnées cylindriques, puisque ici on a un problème qui est invariant par translation, le solénoïde est infini, invariant par rotation.
Donc ce sont les coordonnées cylindriques les plus adaptées. Donc au point M, on peut dessiner la base locale ER, Eθ, EZ qui est égale au vecteur U delta. Donc ER, Eθ qui vient vers nous et UZ. Donc au niveau des plans de symétrie, il vaut toujours mieux un plan de symétrie qu'un plan d'antisymétrie, puisque le champ B est perpendiculaire au plan de symétrie. Donc un seul plan de symétrie te suffit à déterminer la direction du champ. Alors un plan de symétrie des courants, c'est le plan MER Eθ. Donc on voit tout de suite que B étant perpendiculaire à ce plan, il est selon le vecteur U delta. Et ensuite tu peux regarder donc les invariances de la distribution de courant. Donc il y a une invariance par rotation. Donc B ne dépendra pas de θ, invariance par translation, B ne dépendra pas de Z, donc B est de la forme B de R, vecteur Eθ. Si ça va trop vite, tu regardes la vidéo sur le solénoïde infini. Donc, on pouvait dire que le champ était orienté selon l'axe du solénoïde, a priori, à l'intérieur de celui-ci et à l'extérieur, puisqu'on ne sait pas dans le raisonnement à ce stade que le champ est nul à l'extérieur. Et on te demande de montrer qu'il est uniforme à l'intérieur, uniforme à l'extérieur. En fait, il sera uniformément nul à l'extérieur, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Alors pour ça, il fallait appliquer le théorème d'Ampère et choisir deux contours à l'intérieur et à l'extérieur. Donc je ne vais pas faire une démonstration très détaillée parce que là, je te renvoie à la vidéo sur le solénoïde infini. Tu peux t'en inspirer. Donc on prenait par exemple un petit rectangle à l'intérieur. Donc là, la circulation sur les parties verticales est nulle et on aura deux contributions. Et comme les contours sont orientés en sens contraire, ici forcément, quand on tourne ces petits morceaux-là, donc du coup, on peut démontrer que le champ ici est égal au champ ici. Et donc finalement, le champ ne dépend pas de R et c'est pareil à l'extérieur. Mais ce qui est important, c'est que ton contour ne transperce pas le plan du solénoïde de manière à ce qu'il n'y ait pas de courant qui transperce la surface qui s'appuie sur le contour que tu as choisi. Et à ce moment-là, tu peux démontrer que le champ est uniforme, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Il vaudra la même chose ici, et la même chose ici et ici. Donc ça, c'était pour la question 33. Alors après, pour la question 34, là, je te renvoie vraiment à la vidéo que j'ai faite. Je donne simplement l'idée de la démonstration. Donc là, au contraire, il fallait prendre un contour, la même forme, donc rectangulaire, mais qui est cette fois-ci à cheval entre tel que les courants transpercent la surface qui s'appuie sur le contour, donc à cheval entre l'intérieur et l'extérieur. Tu choisissais une orientation quelconque et tu restais bien cohérent avec tes conventions d'orientation de manière à avoir le bon signe, et tu auras le bon signe si tu fais ça, et tu démontres que B c'est mu0 petit n I vecteur U delta. Donc ici, règle de la main droite, donc les courants tournent comme ça, le champ il était orienté selon U delta. Alors ensuite, on t'expliquait comment fabriquer un champ tournant, un champ magnétique B tournant, à partir de deux jeux de bobines mises à 90 degrés et parcourus par des courants qui sont déphasés de pi sur 2. Et il fallait démontrer que cela simulait en fait un champ magnétique qui va tourner à vitesse angulaire constante. Donc c'était très très simple, ça s'inspire beaucoup de tout ce qui est polarisation circulaire. Alors peut-être qu'en MP tu n'as pas l'idée de la polarisation circulaire, j'ai fait toute une série de vidéos sur la polarisation, je décris les polarisations rectilignes, circulaires, elliptiques, etc. Donc tu pourras t'y référer, mais simplement comment paramétrer un cercle. Donc là le champ magnétique créé par cette bobine-là, il est orienté sur l'axe X, et c'est mu0 n ix, et ix c'était i0 cos oméga t. By c'était mu0 n iy, et y c'était donc i0 cosinus oméga t plus pi sur 2, donc moins sinus oméga t. Donc on voit que ça paramètre un cercle, puisque racine de bx carré plus by carré, puisque cos carré plus sinus carré égale 1, ça fait mu0 petit n i0. Et on voit qu'il tourne dans le sens indirect d'ailleurs, puisque en fait, là on pourrait mettre un moins dans le cosinus, puisque cosinus est pair, là on a un moins, donc on tourne dans le sens horaire, donc anti-trigonométrique, dans le plan XY. Alors c'est vrai que là, des PC auraient été avantagés, puisque eux, ils maîtrisent bien tout ce qui est polarisation circulaire, mais peut-être l'as-tu vu aussi dans ton cours. Donc ça, c'était pour la question 35. Alors en réalité, on nous dit que
on a un champ de la forme 2B1 cos oméga t EX, et on nous demande B'1, d'ailleurs il s'appelle celui-là, B'1, et on nous demande de montrer que ce champ est équivalent à la superposition de deux champs de même amplitude à préciser qui tournent en sens opposé à la même vitesse. Alors l'énoncé était plutôt sympa parce qu'avec le fait de te mettre un 2 ici, ça sous-entendait qu'on allait le couper en deux. Et si on comprend grâce à ça comment paramétrer un champ qui tourne à la vitesse angulaire oméga, on voit tout de suite qu'on va utiliser la parité du cosinus. Et donc on va écrire que ça fait B1 cos oméga t plus B1 cos moins oméga t. Et du coup ici les sinus ils vont se compenser et donc on peut rajouter des composantes sur EY qui fait que là on aura un champ qui tourne dans le sens direct, dans le sens trigo, alors que là on aura un champ comme celui-là qui tourne dans le sens indirect, les deux étant à l'amplitude B1. Donc effectivement ce champ B'1 c'est la superposition de deux champs qui tournent en sens contraire. Bon, si tu connais ces petits exercices où on montre qu'en fait, toute polarisation rectiligne peut être décomposée en deux polarisations circulaires qui tournent en sens contraire, hein, et ça, on fait souvent ce petit exo-là pour étudier les solutions chirales, hein, optiquement actives, qui en fait agissent sur le côté circulaire des polarisations, sur les polarisations circulaires droite et gauche. Bon, c'est une décomposition assez classique, mais peut-être pas si évidente que ça. Alors, question 35 maintenant. Alors, on passait à la création d'un champ permanent intense à l'aide d'un solénoïde épais. Oui, non, ça c'était la question 37 et non pas 34. Donc, on nous expliquait que maintenant, pour créer un champ intense, en fait, on va enrouler des spires, donc un solénoïde sur lequel il n'y a pas une seule rangée de spires, mais entre R1 et R2, il y a des spires, toutes avec une section carrée de côté petit a est égal à 1 mm, R1 valait 20 cm, R2 25 cm. Donc, sur cette épaisseur de 5 cm, on avait un certain nombre de spires à la fois selon R et aussi selon Z. Et donc, on nous demandait de calculer la densité volumique de courant J pour R compris entre R1 et R2. Donc, simplement, j'ai raisonné sur la section droite d'une petite spire de côté A, carré. Et donc, I0, on nous dit que c'est l'intensité qui traverse chacune de ces spires. Donc, du coup, I0, c'est le flux du vecteur J, c'est J fois la surface. Et donc, J, c'est I0 sur A carré. Alors, par rapport à la question 38, je me suis demandé un petit peu pourquoi on nous demandait J. J'ai l'impression qu'on voulait nous le faire réutiliser pour faire un théorème d'Ampère avec un contour peut-être de cette forme-là, qui engloberait partiellement une partie des spires, ou alors la totalité d'ailleurs en ressortant ici de l'autre côté. Mais finalement, je me suis aperçu que pour répondre à la question 38, on n'avait pas vraiment besoin de refaire un théorème d'Ampère avec des courants volumiques, mais simplement de considérer qu'à l'intérieur du solénoïde, comme ça c'est très très long, on peut considérer que c'est infini. Et en fait, on va dire que B c'est mu0ni et n c'est le nombre de spires par unité de longueur, en tenant compte du fait qu'il y a un empilement de spires successives entre R1 et R2. Alors évidemment, il fallait expliquer tout ça. Alors pour calculer le nombre de spires par unité de longueur de ce solénoïde épais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit le nombre total de spires. J'ai compté d'abord le nombre de spires qu'on a entre R1 et R2 sur le rayon R. Donc on divise R2 moins R1 l'épaisseur par la taille d'une seule spire et on a le nombre de couches. Et ensuite, j'ai compté le nombre de spires selon Z, donc en disant que c'est la longueur totale divisée là aussi par la largeur d'une spire, et j'ai le nombre total, et donc pour avoir le nombre de spires par unité de longueur, je divise par la longueur, et là j'ai le nombre de spires par unité de longueur. Et donc après, on utilise mu0ni, on remplace et on tombe pile poil sur la formule qui était donnée dans le texte. Donc je pense que cette démonstration me paraît tout à fait valable, mais il y avait certainement moyen de repasser par un théorème d'Ampère un peu plus compliqué et de ressortir de l'autre côté et d'utiliser les courants qui transpercent, donc en utilisant des courants volumiques. Mais bon, ça revenait au même et c'était sûrement plus long. Alors question 39, donc quelle intensité nécessaire pour engendrer un champ de 1 Tesla? Évidemment, comme on a superposé beaucoup de couches, on va pouvoir augmenter la valeur du champ magnétique. Donc on isole I0, on fait l'application numérique, j'ai trouvé 16 ampères.
donc un courant électrique intense. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais faire tout ce qui est les questions 40 à 47 sur les supraconducteurs. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.